Une tuyère qui se rétrécit accélère-t-elle forcément le gaz? Et quelle vitesse peut-on réellement atteindre? Subsonique, sonique ou même supersonique? En ingénierie, nous avons tendance à distinguer les tuyères des vitesses d'écoulement. D'un côté, nous avons les tuyères convergentes, convergentes-divergentes et celles à géométrie variable. De l'autre, les régimes d'écoulement sont classés en subsonique, sonique et supersonique. Mais attention, ce ne sont pas des catégories isolées. Il s'agit en réalité d'un couplage fondamental entre la géométrie et la vitesse. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le cas le plus simple et le plus fondamental, l'évolution de la vitesse dans une tuyère convergente. Alors, à l'intérieur d'une telle tuyère, le gaz est-il accéléré ou ralenti? Et quelle est la limite de vitesse ultime qu'il peut atteindre? Pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre trois concepts clés. La physique à l'approche de la vitesse du son, la manière dont l'information se propage dans un fluide, et un phénomène crucial appelé le blocage sonique ou amorçage. Une fois ces notions éclaircies, la limite de vitesse dans une tuyère convergente deviendra limpide. Premièrement, examinons les lois physiques qui régissent le comportement des fluides à l'approche de la vitesse du son. Avant d'aborder les écoulements proches de la vitesse du son, un concept familier nous vient souvent à l'esprit, le théorème de Bernoulli. Ce théorème peut être considéré comme une simplification extrême des équations de Navier-Stokes. C'est l'outil fondamental que nous utilisons pour appréhender la relation entre la vitesse et la pression. Cette relation repose toutefois sur une hypothèse fondamentale. Le fluide doit être incompressible, ou du moins, ses variations de densité doivent être négligeables. Cette condition est vérifiée lorsque la vitesse d'écoulement est faible. C'est pourquoi le théorème de Bernoulli est si efficace pour les écoulements à basse vitesse. Mais en ingénierie, une question plus pragmatique se pose: dans quelle plage de vitesse le théorème de Bernoulli reste-t-il vraiment fiable? Pour y répondre, nous utiliserons le modèle compressible le plus simple pour confronter l'approximation incompressible aux résultats compressibles et analyser comment cet écart évolue en fonction du nombre de Mach. De cette manière, nous ne nous contentons pas de dire que Bernoulli ne s'applique plus. Nous identifions précisément le moment où l'erreur devient non négligeable. À mesure que la vitesse approche celle du son, cette erreur s'amplifie rapidement. Dans un écoulement de tuyère proche du sonique, le fluide est nettement compressible. La vitesse, la température, la pression et la densité évoluent toutes avec la géométrie de la tuyère. Dans ce cas, l'hypothèse de densité constante ne tient plus et le théorème de Bernoulli devient donc invalide. Alors, quelle loi physique devrions-nous utiliser pour décrire ces variations à des vitesses proches du son? La réponse n'est pas d'introduire une nouvelle formule empirique, mais de revenir à une relation plus générale et moins contrainte, la conservation de l'énergie. Pour un écoulement de tuyères unidimensionnelles, stationnaires et adiabatiques, ce qui est réellement conservé n'est pas l'énergie mécanique, mais l'enthalpie totale. Cette relation nous enseigne que l'accélération dans une tuyère est, par essence, une conversion de l'énergie interne en énergie cinétique. C'est précisément à partir de là que les variations de température, la vitesse du son et la compressibilité deviennent des facteurs incontournables. Dès lors que la vitesse du son devient l'échelle de référence, le problème central déterminant la limite de vitesse repose sur deux points. Comment l'information se propage-t-elle dans l'écoulement? Et l'écoulement peut-il encore être régulé par les conditions en aval? C'est là que réside l'origine physique profonde du phénomène de blocage. Parlons maintenant du son et de la manière dont l'information se propage. Comme nous l'avons vu, l'écoulement dans une tuyère à l'approche du mur du son est, par essence, compressible. Dès lors que la compressibilité entre en jeu, une nouvelle question surgit inévitablement. Comment les variations de l'écoulement se propagent-elles dans l'espace? Ici, le terme information n'est pas un concept abstrait. Dans un fluide, il désigne des variations de grandeur physique de très concrètes, d'infimes changements de pression, de densité ou de légères perturbations de vitesse. Lorsque la pression en sortie de tuyère évolue,
Pour que l'écoulement puisse réagir, ces variations doivent nécessairement se transmettre aux autres zones du champ d'écoulement. Au sein d'un gaz, ces infimes perturbations de pression et de densité ne se transmettent pas instantanément. Elles ne disposent que d'un seul mode de propagation, les ondes sonores. Autrement dit, le son n'est pas un phénomène accessoire dans une tuyère, c'est le vecteur physique de l'information en écoulement compressible. Dans un écoulement subsonique, la vitesse du fluide V est inférieure à la célérité du son. À mesure que la vitesse augmente dans la tuyère, le fluide commence à rattraper les ondes no sonores. Pour l'information qui remonte vers l'amont, sa vitesse de propagation effective est de A-V. Lorsque V est faible, cette vitesse est grande et l'écoulement s'ajuste rapidement. Mais lorsque V se rapproche de A, la valeur A-V diminue progressivement et le transfert d'informations devient de plus en plus lent. La capacité du système à répondre aux variations en aval est en train de se perdre. Cela signifie que dans un écoulement proche de la vitesse du son, même si la sortie varie, la réponse en amont est soit retardée, soit tout simplement impossible. À ce stade, le comportement de l'écoulement n'est plus dicté par l'ensemble de la tuyère, mais commence à être contraint par des conditions locales. Nous sommes ici face à un point de bascule physique majeur. Lorsque la vitesse augmente encore jusqu'à atteindre la vitesse du son en un point donné, les ondes sonores ne peuvent plus du tout remonter vers l'amont. Physiquement, les conditions en aval sont littéralement coupées de l'écoulement en amont. C'est à cet instant précis que le phénomène de blocage devient une conséquence inévitable. Nous arrivons maintenant à la limite ultime d'une tuyère convergente. Dans la partie précédente, nous avons vu qu'à l'approche de la vitesse du son, la capacité de l'écoulement à s'adapter aux variations en aval s'effondre. À présent, nous allons faire une seule chose, revenir à la géométrie la plus élémentaire, la tuyère convergente. Regardons jusqu'où l'écoulement peut aller dans ces conditions où l'information est contrainte. Commençons par le régime subsonique. Dans une tuyère convergente, la section de passage diminue le long de l'écoulement. Pour un écoulement subsonique, la règle est simple. Réduire la surface entraîne une augmentation de la vitesse. Tant que l'écoulement reste subsonique, les ondes sonores peuvent remonter le courant. Les variations de pression en aval peuvent donc encore piloter l'ensemble du champ d'écoulement. À ce stade, si nous abaissons progressivement la contrepression en sortie, l'écoulement s'ajuste en permanence et la vitesse continue de grimper. D'un point de vue technique, c'est un processus continu et réglable. Ce processus peut être vérifié à l'aide d'un modèle numérique très simple. En figeant la géométrie de la tuyère et les conditions totales d'entrée, nous utilisons Python pour balayer les contrepressions de sortie et calculer la vitesse et le débit massique correspondant. Dans le domaine subsonique, le résultat est très intuitif. Plus la contrepression est faible, plus le débit et la vitesse sont élevés. Le modèle ne montre aucune discontinuité ni saut brutal. Tout reste parfaitement continu. Mais à mesure que la contrepression continue de diminuer, la vitesse en un point donné finit par frôler la vitesse du son. Dans une tuyère convergente, ce point critique ne peut se situer qu'à un seul endroit, au niveau de la section minimale. En régime subsonique, le terme m²-1 était négatif. Une réduction de section entraîne donc une augmentation de vitesse. Mais à l'approche de la vitesse du son, une contrainte apparaît. Pour que la vitesse continue de varier, la variation de section doit être nulle. Autrement dit, la vitesse sonique ne peut apparaître qu'au niveau d'un extrémum de section. Inversement, si la vitesse du son est atteinte, la section ne doit plus varier. Dans une tuyère convergente, cela implique que si le régime sonique est atteint, ce sera obligatoirement à la section minimale. En poursuivant le balayage Python pour tracer le débit massique en fonction de la contrepression, un résultat typique apparaît. Passé un certain seuil, la courbe sature. Vous avez beau abaisser la pression de sortie, le débit n'augmente plus. Ce n'est pas une limite arbitraire, mais une contrainte physique. C'est ce qu'on appelle le blocage sonique ou choking. Attention, blocage ne signifie pas que l'écoulement est arrêté. Au contraire, il est sonique au col et le débit est maximal.
Ce qui change réellement, c'est que l'aval ne peut plus réguler l'amont. Pour l'ingénieur, cela signifie qu'une fois bloqué, le débit ne dépend plus que de l'état total en entrée et de la section au col, indépendamment de la pression de sortie. Mais que se passe-t-il si l'écoulement entrant est déjà supersonique ? Pour un tel écoulement, les ondes sonores sont emportées uniquement vers l'aval. L'aval ne peut donc avoir aucune influence sur l'amont. Dans une tuyère convergente, une telle configuration est physiquement incompatible. La géométrie convergente n'accélère pas le flux, au contraire, elle le force à ralentir. Dans la réalité, ce freinage s'opère souvent via une onde de choc qui ramène brutalement l'écoulement en régime subsonique. D'un point de vue ingénierie, la tuyère convergente n'est tout simplement pas conçue pour gérer un écoulement supersonique. Cette réalité apparaît très clairement dans la modélisation numérique. Lorsque nous tentons de forcer une solution supersonique stable dans une tuyère convergente, le modèle réagit de deux façons. Soit il diverge, soit il retombe automatiquement sur la branche subsonique. Ce n'est pas un problème d'artifice numérique, c'est simplement parce qu'une telle solution stationnaire n'existe pas physiquement. Le rôle de Python ici n'est pas de produire un résultat erroné, mais de nous aider à identifier quelles solutions sont physiquement impossibles. En rassemblant tous ces éléments, le comportement de la vitesse dans une tuyère convergente devient limpide. L'écoulement subsonique peut être accéléré de manière continue, mais il plafonne à la vitesse du son. Une fois cette vitesse atteinte, le phénomène de blocage, choking, se produit. Quant à l'écoulement supersonique, il ne peut tout simplement pas exister de manière stable dans une telle géométrie. La vitesse du son n'est donc pas un simple objectif de conception. C'est une limite infranchissable imposée par les contraintes physiques. Mais alors, que faire si nous avons vraiment besoin d'atteindre des vitesses supersoniques ? La réponse n'est pas de rétrécir davantage. Au contraire, une fois la vitesse du son atteinte, il faut qu'offrir au fluide un espace pour s'élargir. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi les tuyères supersoniques sont nécessairement convergentes-divergentes et comment fonctionnent les tuyères à géométrie variable.